Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous. Hello. Ça va, Dicrop? Alors, en fait, très honnêtement, cette vidéo, elle n'a pas de sujet principal, comme d'habitude. Je je ne vais pas vous parler encore des retraites, des impôts, etc., parce que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Elles sont sur ma chaîne. Si vous avez envie de les voir et de les consulter, allez-y. Euh, en fait, aujourd'hui, le truc, moi, qui m'hallucine, c'est le fait que là, YouTube se soit un peu dernièrement transformé en OK Corral. OK Corral, règlement de compte à OK Corral. Alors, dans cette petite vidéo, il y aura 3 différentes parties. Je vais d'abord, en fait, oui, vous parler de ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces règlements de compte sur YouTube et surtout à quel sujet? Et puis, tiens, je vais faire un peu de conspirationnisme après. Dans la deuxième partie, je vais vous parler de qui? Devinez. Vous verrez bien. Voilà. Et puis enfin, peut-être plus sérieusement, je voudrais faire un peu de géopolitique et vous montrer comment comment la guerre en Iran, enfin entre Israël, les États-Unis et l'Iran, et le blocage du détroit d'Ormuz a des répercussions jusqu'en Thaïlande. Et je ne parle pas uniquement du prix de l'essence à la pompe. Voilà, donc restez bien jusqu'au bout. Et oui, il va falloir être patient. Et je reviens tout de suite pour le premier chapitre qui va revenir sur ces règlements de compte sur YouTube. À tout de suite. Alors, les règlements de compte sur YouTube, je sais pas ce qui se passe là en ce moment, hein, mais oulala, puis comme d'habitude, ça vole un peu bas. Mais bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors tiens, premier exemple, notre cher ami Renaud de la chaîne, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, mais c'est pas grave. Renaud a fait une vidéo où il évoque, enfin il fait plus qu'évoquer même, le phénomène des French Arabic en Thaïlande, mais en fait les French Arabic c'est surtout à Phuket. Voilà, quand même. Hein. C'est-à-dire que par exemple, je reviendrai après sur le thème, je l'emploie parce que comme ça vous comprenez de quoi je parle. Hein. Moi, moi j'ai vraiment pas d'avis parce que même si le terme est pas joli, j'ai l'impression de comprendre un peu d'où ça vient quand même. Alors notre ami Renaud, en bon béni oui qu'il est toujours à la recherche de clics, oui, a fait une vidéo sur les French Arabic. Alors évidemment, c'est pas très positif pour nos pauvres amis French Arabic, qui, je vous le rappelle, sont aussi français que vous, quand même. C'est comme ça, hein, les gars. Hein, nous, voilà. Et donc, alors comme d'habitude, il a joué les je sais pas, les gendres parfaits, les mecs les mecs il veut juste parler du sujet parce que c'est un sujet, donc faut en parler. Entre parenthèses, ça fait surtout des clics, je pense. Quand on dit des clics, je me suis toujours demandé d'ailleurs, des likes, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Ça fait des likes. Mais en tout cas, il en parle beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut le traiter de raciste? Je suis pas sûr. C'est pas. Mais bon, voilà, le simple fait d'en parler trop, de faire une vidéo là-dessus, ça va pas arranger les choses en fait. Et alors, donc sur cette vidéo, la vidéo de Renaud qui est un peu limite quand même, il y a eu une réaction carrément violente puisque en fait il y a un gars qui s'appelle Farid Taï qui a fait en fait une vidéo de 24 minutes uniquement là-dessus. C'est-à-dire uniquement pour régler son compte à Renaud et grosso modo pour le traiter de raciste. Voilà. Et je mets pas d'adjectif devant le mot raciste, mais j'en pense pas moins. Alors, déjà, ces gens-là, alors, enfin en tout cas surtout ce Farid Taï, fait une erreur parce qu'en fait le terme French Arabic, moi je ne pense pas qu'il ait été inventé par des Français.
Vous savez comme moi que le niveau d'anglais des Français est assez faible en général. Et s'ils avaient dû inventer un mot pour décrire cette population, pour l'instant appelons-la comme ça, voilà, qui est française, encore une fois, je le répète, ils n'auraient pas employé un terme, anglophone. Je pense qu'ils auraient importé un terme bien de chez nous. Et vous voyez de quel terme je parle. Voilà. Il semblerait, en fait, que l'expression French Arabic vienne plutôt, alors ça remonte déjà assez loin, ça remonterait aux années 2010, et ça aurait été, en fait, ça serait apparu dans les rapports de la police thaïlandaise, et principalement à Phuket et principalement à Patong, où devant la recrudescence de mauvais comportements, de trucs vraiment pas cool, la police thaïlandaise s'est rendue compte que c'était un peu toujours les mêmes personnes qui faisaient ça, voilà, qu'ils étaient français comme leur papier d'identité le prouvait, mais que il y avait je sais pas comment dire, je suis d'accord, on est un peu au niveau du délit de faciès là. En tout cas, ils ont décidé dans leur rapport, donc à l'écrit, de les appeler des French Arabic pour les différencier des autres et pour essayer d'être un peu précis. Voilà. Alors après, comment est-ce que ce terme de French Arabic est sorti des rapports de police et a été récupéré par en fait, il n'y a pas que les Français, il y a un peu tout le monde maintenant qui l'utilise. Ça, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Voilà. Toujours est-il que la réalité, elle est simple. Je dis bien la plupart, pas tous, la plupart des mauvais comportements, principalement à Phuket, nuisances sonores, un peu comportement à la limite de l'agression, enfin, etc., rodéo sur scooter, enfin, viennent quand même, pour la plupart du temps, de cette population, n'est-ce pas, qu'on désigne sous ce terme French Arabic. Voilà. Et je pense que la communauté française ne veut pas être amalgamée. C'est-à-dire que elle veut pas que tout d'un coup on pense que c'est juste des Français, que tous les Français sont comme ça. Donc finalement ils ont trouvé ça bien pratique de reprendre cette désignation de French Arabic juste pour dire voilà, c'est pas des, nous on est Français, eux aussi le sont, mais ils sont French Arabic et c'est eux qui déconnent, c'est pas nous. Voilà, c'est une manière un peu de se dédouaner et de se mettre à part. Alors, est-ce que c'est bien? Moi, je sais pas. Ce qui est surtout chiant, et c'est ça qu'il faudrait en fait, c'est à ça qu'il faudrait remédier. Il faudrait que ces Français, donc d'origine maghrébine, on va dire, se comportent juste mieux, quoi, apprennent le respect, comprennent qu'ils sont dans un pays qui est pas le leur. La France, c'est leur pays. Mais en Thaïlande, ils sont comme tous les Français, tous les Farangs, ils sont juste pas chez eux. Voilà, c'est tout. Et donc, les Thaïlandais sont suffisamment accueillants pour qu'on puisse les respecter en retour et pas foutre le bordel. Enfin, je sais, voilà. Après, bon, est-ce que c'est possible? Moi, j'ai pas la solution, hein. Mais en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, tiens, pour remettre les compteurs à zéro, c'est assez marrant parce que quand vous regardez les articles de journaux, alors, sur ce qui se passe avec les soi-disant French Arabic, en fait, ils ne mentionnent jamais, il n'y a jamais le mot French Arabic dans les articles. Ils disent des Français, voilà. Et sur la petite affaire qui s'est passée pendant Songkran à Patong, cette histoire d'agression d'un chauffeur de taxi par 2 ressortissants français, sur les 2, il y en a un qui a un prénom sonnant français et l'autre qui a un prénom sonnant French Arabic. Donc voilà, un partout, la balle au centre. Donc voilà, et puis, alors après, aller dire
aller dire comme ce garçon là, Farid Taï, que les Thaïs font pas la différence avec un farang et un farang, bah, malheureusement c'est complètement faux. Et ce qui me rend triste, c'est que les Thaïs se mettent à faire la différence des différences entre les farangs selon les problèmes que les communautés posent. C'est-à-dire que, bah ouais, les Thaïs sont pas débiles, hein. Ils savent faire la différence entre un Indien, un farang européen, un Israélien. Et aujourd'hui, les Israéliens posent des problèmes. Donc voilà, alors pas partout, mais quand même pas mal. Les Indiens posent d'autres genres de problèmes. Et les Français, alors, dans leur partie French-arabique, pardonnez-moi de réutiliser ce terme, bah, posent des problèmes aussi. Et donc, et d'ailleurs, les Thaïlandais, en fait, quand vous les rencontrez, s'ils pensaient qu'un farang est juste un farang, ils vous demanderaient pas de quel pays vous venez. Et en fait, c'est une question qui vous pose très vite. C'est-à-dire qu'un Thaïlandais, vous le rencontrez, il va dire, ah ouais, il va dire, tu viens d'où? Vous n'allez pas lui dire, je viens de Farangland. Non, vous allez lui dire, bah, je suis français, je suis anglais, je suis israélien. Voilà, donc voilà, donc des premiers règlements de compte, là, la vidéo de Renault et ce garçon qui s'appelle Farid Taï, qui, entre parenthèses, devrait apprendre à sourire, parce que il a dû entendre parler du pays du sourire 24 minutes, sans un smile. Ça fait... ça fait tâche, quoi. Voilà. Alors ensuite, deuxième petit problème. Alors là, c'est autre chose. Notre ami Jonah de Pattaya, qui d'ailleurs, lui, est assez bon aussi dans la... On va dire dans les vidéos où il cible des communautés. Alors je sais plus si c'est lui, mais je crois qu'il avait un peu ciblé quand même la communauté israélienne. Attention, hein, qu'il y a des choses à se reprocher, mais voilà. Mais toujours pareil, hein, c'est-à-dire que c'est des gens, ils ne se rendent pas compte de la portée de leurs mots. C'est-à-dire que voilà, ils parlent de ça, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de déclencher des trucs. En plus, YouTube n'est pas le reflet de la Thaïlande. Voilà, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens qui regardent leurs vidéos, ils vont se dire, ah bah ouais, en Thaïlande, il y a les méchants French-arabiques, il y a les méchants Israéliens, il y a les méchants Indiens, et on va en arriver à des idées préconçues de gens qui sont censés venir ici, sont en vacances, soit pour s'expatrier, et qui arrivent chargés des informations qu'ils prennent sur ces vidéos, et qui, encore une fois, ne reflètent pas complètement la réalité. Et déjà la réalité du pays, parce que en fait c'est des problèmes qui sont très liés à certains endroits, que ce soit Pattaya, que ce soit Phuket. Si par exemple vous allez à Hua Hin, il n'y a pas tous ces problèmes. Si vous allez à Bangkok, évidemment, là c'est tellement noyé dans la masse qu'il n'y a pas non plus tous ces problèmes. Non, ces problèmes, vous allez les retrouver principalement à Phuket, à Pattaya, et à Koh Phangan pour ce qui s'agit de la communauté israélienne. Donc voilà. Donc, je reviens à mon sujet, pardon, de cette digression. Alors, notre ami Jonah a fait une vidéo depuis Da Nang au Vietnam, et je l'ai regardé, j'étais très étonné parce que je l'ai trouvé un peu violente, quoi. C'est-à-dire que c'était quand même comment dire, je sais pas, c'était une attaque en piqué sur Da Nang et par extension sur le Vietnam. Et en plus, bon, Jonah, c'est un garçon plutôt gentil, quoi. C'est-à-dire que normalement, il est pas comme ça. Et là, je sais pas, il y a eu une explosion de voilà. Et il a vraiment utilisé des termes qui était pas très cool. Alors ok, d'accord, même s'il est gavé par le bruit des moteurs, par le bruit des klaxons, par tout ce qu'on veut, c'est pas la peine de se livrer à une attaque en règle comme ça, quoi. Et donc cette vidéo de Jonah a fait exploser, n'est-ce pas, un garçon qui s'appelle Dylan, qui je crois a une... Alors Dylan, il est français, mais j'ai cru comprendre qu'il était d'origine vietnamienne. Et donc il a très violemment réagi à la vidéo de Jonah, en le critiquant ouvertement, et en essayant de lui expliquer que ce qu'il racontait sur le Vietnam était complètement débile, et notamment sur Da Nang.
Je ne sais pas pourquoi Jonah a voulu... Alors en effet, si, je sais pourquoi. Il s'est fait attaquer. Donc il a voulu réagir. Mais il s'y est pas mis tout seul. C'est-à-dire qu'il a entraîné dans l'affaire son ami Mark Bluersky, et d'ailleurs un autre aussi, dont j'ai un peu oublié le nom, là, pardon. Et ce qui m'affole, c'est que ces gens-là ont passé quand même du temps à fabriquer une espèce d'argumentaire avec des extraits, des vidéos du fameux Dylan, la Dils Viet, voilà, pour en le traitant je sais pas, en l'accusant de trucs. Mais et surtout les gars, mais pourquoi est-ce que vous passez du temps à traiter un problème aussi insignifiant? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, je veux dire, vous faites des vidéos sur tout ce que vous voulez, dites les trucs qui vous passent par la tête, mais quand un mec vous attaque, mais bon, la meilleure façon de répondre, honnêtement, c'est de pas réagir, quoi. C'est tout. Ce Dylan, tout le monde se fout de ce qu'il dit. Il était pas content, c'est son droit le plus strict, comme c'est le droit le plus strict de Jonah de dire ce qu'il veut, quoi. Voilà, donc ça en fait, c'était la deuxième... c'est la deuxième échauffourée, là, la deuxième hockey choral de YouTube cette semaine. Non mais c'est absolument dément, les mecs, je vous jure. Et puis après quoi? Eh ben après, tiens, alors j'ai noté que notre grand ami Sabri Tai, YouTuber ô combien vénéré, avait un peu changé de style. Voilà. Alors il parle maintenant, en effet, il fait beaucoup de vidéos qui sont en relation directe avec son programme d'accompagnement, c'est-à-dire que il vous met c'est intéressant hein, d'ailleurs, hein, il vous met sur des pistes, alors que ce soit, je sais pas, sur les visas, sur les impôts, etc., etc. Et bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, il vous conseille, moyennant finance, de rejoindre son programme d'accompagnement. Moi, j'ai un truc à vous dire, les gars. Franchement, comme ce qu'il dit est intéressant, prenez-le comme information, et puis après, allez faire votre petit chemin tout seul. Voilà, complétez ces informations par des choses que vous pourrez très facilement glaner en demandant à l'intelligence artificielle ou en faisant vos recherches vous-même. Et puis, moi, je vais le faire, là, dès mon prochain voyage, qui d'ailleurs est programmé, voilà. Je vais partir en juin parce qu'il faut que j'attende d'avoir mon visa, puisque oui, j'ai fait cette année déjà deux exemptions et je veux pas prendre de risques. Donc, j'ai demandé un visa O pour mon 3e voyage qui sera de 2 mois entre juin, juillet, août. Voilà. Ouais, je sais, c'est pas la meilleure période, mais bon, c'est comme ça. Ouais, donc voilà, quoi. Sabri, merci beaucoup pour toutes ces informations très utiles que tu nous donnes. Enfin bon, que beaucoup de gens nous donnent. Mais les gars, moi je pense que vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, ça suffit. Enfin, attention, hein, je dis pas de pas y aller. Hein. Si vous voulez y aller, allez-y, surtout avec ma bénédiction. Qui suis-je pour donner ma bénédiction? Le pape. Non, sérieusement, quoi, voilà. Et puis alors après, tiens, ouais, si j'ai vu un petit short là qui m'a bien fait marrer sur la cuisine. Alors, comme quoi, il faut pas faire la cuisine en Thaïlande parce que ça coûte plus cher que la street food. Alors, heureusement, il précise que le problème de la street food, que c'est quand même fait avec des ingrédients, souvent, la plupart du temps, qui sont pas bons pour la santé. Et croyez-moi, si vous vivez avec une Thaï en Thaïlande, alors ce qui je crois maintenant est le cas de Sabri Tai, plutôt que d'aller faire de la street food ou du 7-Eleven en bon en bon célibataire, voilà, mangez à la maison, laissez votre compagne Thaï cuisiner. Moi la mienne c'est je sais pas, c'est 3 étoiles guide Michelin, enfin adapté à la cuisine thaï, mais voilà. Et puis ça permet de faire c'est très agréable d'aller au marché. Alors oui, non, pas dans les supermarchés pour étrangers, hein. Non, au marché thaï, par exemple, nous, quand on est à Bangkok, en général, on est vers Assok, et on va à Klang Toei Market, où d'ailleurs on voit pas beaucoup d'étrangers, hein, parce qu'ils sont chez Robinson, voilà. Et puis très honnêtement, on achète des choses qui sont saines, on les ramène à la maison,
on fait de la nourriture saine, enfin, elle fait de la nourriture saine, son produit dégueulasse. Après, est-ce qu'à quelques bahts près ou quelques centaines de bahts, c'est plus cher ou moins cher? Je ne sais pas. Mais enfin, le but dans la vie, c'est quand même pas en permanence d'économiser des bahts, hein. Il faut aussi penser à bien se nourrir. Voilà, et moi, ce que je mange à la maison, personnellement, quand je suis en Thaïlande, c'est excellent tout le temps, c'est très bon au goût, et c'est beaucoup plus sain que de la street food. Même mon amie Thaï, elle veut pas faire de street food, elle préfère cuisiner. Franchement, voilà. Je reviens immédiatement pour la deuxième partie où je vais faire un peu de conspirationnisme. Mais oui, vous allez savoir tout de suite de quoi je vais parler. De retour? Bah oui. Là, tiens, parce que je l'ai sur mon écran, là, je reviens quand même sur cette histoire là entre notre ami Jonah et ce Dylan. Quand même, quoi. Jonah a quand même été jusqu'à faire des screen recordings, donc des enregistrements d'écran avec les vidéos de l'autre pour avoir un argumentaire et pour le contrer. Enfin, mais les gars, quelle perte de temps. Encore une fois, je veux dire, vous êtes en Thaïlande, il y a plein de sujets, vous n'êtes pas non plus obligés de faire des vidéos en permanence. Et en fait, tout ça, alors, attention, hein, que ce soit Renault, que ce soit ce Farid Taï. Alors Farid Taï, il a beaucoup de mal à faire parce que je sais pas, je crois qu'il a 21 abonnés et pas beaucoup plus de vues. Mais tous ces gens-là, en fait, donc Jonah, Mark Blue Sky. Ah oui, Mark Blue Sky, il faut que je vous en parle quand même, parce que visiblement il s'est fait virer, enfin il s'est fait un peu virer de YouTube et je vais vous étonner parce que je trouve ça injuste. En fait, voilà. Ouais, donc tous ces gens-là, en fait, ce qu'ils cherchent à faire, surtout, c'est des vues. Voilà, c'est des likes, ils veulent monétiser leur chaîne et tout est bon pour y arriver. Voilà. Alors oui, Mark Blue Sky, le pauvre. Alors, franchement, alors moi, je prends toujours un peu ces propos qui sont quand même souvent un peu, comment dire, outranciers ou au moins provocateurs. Alors, en fait, ces propos m'intéressent pas parce qu'ils sont tellement too much, c'est tellement pas ma tasse de thé que bon, j'ai tendance en général à trouver ça plutôt drôle et sans importance. Là où je le trouve intéressant, finalement, c'est plutôt sur l'aspect financier des choses. Quand il parle d'argent, de placement, d'investissement, voilà, là, je le trouve plutôt pertinent. Mais en tout cas, ses propos généraux sur les femmes, sur son attitude en général, bah, visiblement, il a été victime de l'algorithme de YouTube qui lui a fermé une de ses chaînes déjà et qui menace de fermer les autres. Voilà, c'est-à-dire que toutes ces chaînes, c'est-à-dire que Mark Blue Sky, la chaîne de la vérité, va devoir trouver un autre endroit où poster des vidéos, quoi. Mais visiblement YouTube, ça va devenir compliqué. Et ben, moi, je trouve ça injuste, vraiment. Et pourquoi je trouve ça injuste? Ben, je trouve ça injuste parce que finalement, ce pauvre Marc est attaqué par un algorithme pas. Le problème des algorithmes, en fait, ils sont évidemment et des intelligences artificielles. Ils sont évidemment beaucoup plus rapides que nous, ils peuvent traiter beaucoup plus d'informations, ils peuvent opérer un scan extrêmement large avec beaucoup de mots détectables et tout. Mais ce qui leur manquera toujours, en fait, c'est la finesse d'interprétation. Et pour Marc, il faut de la finesse d'interprétation. C'est-à-dire que ce qu'il dit, même si ça peut paraître un peu comme ça, je sais pas, trop provocateur, trop incitatif à je ne sais pas trop quoi. Je pense pas que ça incite ni à la haine, ni à quoi que ce soit. Il faudrait quand même que les gens comprennent que la plupart du temps, c'est du second degré chez Marc. Et que, peut-être qu'il va pas aimer, peut-être que lui revendique que c'est du premier degré. Moi, je pense que c'est du second degré. Et malheureusement, les algorithmes, l'IA, en termes de second degré, c'est pas les champions du monde, quoi. Voilà. Et puis surtout, moi, ce qui m'attriste, c'est qu'on ferme, par exemple, que YouTube décide de fermer les chaînes de marque, alors que tous les autres qui, sans en avoir l'air,
essayent de vous arnaquer. Ceux-là, par contre, comme il n'y a pas de mots-clés qui sont détectés, comme il n'y a pas d'incitation à quoi que ce soit, ah bah ceux-là, ils peuvent continuer à faire leur petit business, à vous raconter n'importe quoi, à vous attirer vers des programmes payants. Mais algorithme, il faudrait quand même que tu arrives à détecter ça aussi, quoi. C'est-à-dire voilà, soit on garde tout le monde, soit on fait les choses très sérieusement, et à ce moment-là, on supprime des chaînes vidéo qu'on pourrait un tout petit peu suspecter de malhonnêteté. Mais je ne pense pas que Mark Blue Sky doivent être le premier à disparaître. Je pense qu'il y en a d'autres. Je vous donnerai pas les noms. Bref, alors, complotisme, rassurez-vous, je ne suis absolument pas complotiste. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Dimanche, en fait, j'ai pris les infos. Dimanche, donc dernier, là, j'ai pris les infos et je me suis rendu compte, oh mon Dieu, moi, quand je veux les infos, en fait, c'est pour avoir des infos générales. Voilà, je me lève le matin, je prends mon café, j'aime bien avoir la météo, j'aime bien savoir ce qui se passe en général dans le monde, ce qui se passe dans mon pays. En ce moment, je suis en France, donc ce qui se passe en France. Et là, dimanche, mon Dieu, il y avait eu cette tentative, alors, ce qu'ils ont appelé tentative d'assassinat sur la personne de Donald Trump, président des États-Unis, pendant ce fameux banquet des correspondants de presse à Washington. Et, alors, vous allez me dire, je regarde sans doute pas les bonnes chaînes d'infos, mais très honnêtement, BFM TV, LCI, un peu moins CNews, mais moi je regarde pas CNews, vous vous doutez de la raison pour laquelle je ne regarde pas cette chaîne, voilà. Ça a été toute la journée, donc évidemment, le matin, j'ai regardé, j'ai un peu compris au bout d'une heure, j'avais la télé en fond, j'ai arrêté, mais le problème c'est que quand j'ai voulu reprendre des informations en fin d'après-midi, c'était toujours la même chose. Et simplement, et là, vous allez peut-être trouver que c'est un peu du complotisme, mais moi, la question que je me demande quand même, c'est incroyable, ce Donald Trump, la chance qu'il a, parce que à chaque fois qu'il est en baisse, que sa popularité est en baisse dans les sondages, que le taux de satisfaction quant à sa politique est en berne, y compris chez ses partisans les plus fidèles, et bien à chaque fois, il y a un petit événement comme ça qui se produit, quelqu'un qui essaye de lui tirer dessus. Alors un coup, c'est un sniper pendant un meeting. Bon, à cette époque-là, il n'était pas encore élu, en fait, mais il avait besoin que sa cote monte. Voilà. En tout cas, à chaque fois, il y a un petit événement comme ça qui a comme effet mécanique, parce que les États-Unis sont comme ça, de refaire monter sa cote de popularité. Là, en ce moment, il en a bien besoin. Et puis, de faire un peu oublier le reste aussi. Vous savez, les dossiers Epstein, le dossier Iran, tous ces trucs-là. Voilà. Mais quand même, moi, je regarde les faits. Je vais pas, encore une fois, j'ai pas d'informations, mais simplement, quand on regarde la manière dont ça s'est passé, c'est quand même extrêmement curieux. Quand on regarde l'attitude de Donald Trump sur les vidéos, sa réaction après les coups de feu, qui est, je dirais, absolument pas paniquée. Je vais pas dire comme s'il savait que ça allait se passer, mais je l'ai dit. Ah vas-y, tiens. Et puis surtout après, cette espèce de rapidité avec laquelle il récupère le truc et il en voilà, et à son avantage. Ouais, avec des espèces de discours qui tient jamais normalement sur je sais pas, sur la quantité d'amour extraordinaire aux États-Unis, enfin la quantité d'amour aux États-Unis, vraiment, ouais, je sais pas. Il suffit de regarder l'actualité, quoi. Enfin les actualités, pardon, pour voir que je sais pas. Enfin, tout ça, moi je dis, est étrange, et surtout tout ça, normalement, il y a au moins de la place, non pas pour le doute, mais de la place pour un certain questionnement sur
Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors, est-ce qu'on le saura un jour? Je ne sais pas, mais ça aurait été super chouette que au moins une fois, pendant ces informations, un journaliste digne de ce nom ait évoqué ce problème en disant mais quand même, c'est quand même curieux. À chaque fois que sa cote baisse, à chaque fois, il se passe quelque chose comme ça et qui balance un espèce de brouillard, qui noie le poisson et qui recentre la vie des gens sur le président. Parce que oui, aux États-Unis, si vous vous attaquez au président, que ce soit Donald Trump ou un autre, immédiatement, les Américains, et après tout c'est peut-être normal, se sentent totalement solidaires et et oublient un peu le reste. Donc ce sera intéressant de voir comment réagit la cote de popularité de Donald Trump aux États-Unis et là dans les jours qui viennent. Je reviens tout de suite pour la troisième partie, Hormuz, la guerre en Iran et la Thaïlande. À tout de suite. Allez, dernière partie, un peu de géopolitique. Alors bon, vous êtes évidemment tous au courant, même si vous vivez très loin du monde, en Thaïlande, qu'il se passe des choses au Moyen-Orient avec cette guerre entre, d'un côté, pour faire simple, les États-Unis et Israël, et de l'autre côté, l'Iran. Et qu'il y a donc cet enjeu crucial au niveau du détroit d'Ormuz. Alors, le détroit d'Ormuz, c'est très simple. Le détroit est bloqué par un double blocus maritime. Les Iraniens, les Américains, plus rien ne sort, plus rien ne rentre. Et donc, ça a évidemment de graves conséquences sur le commerce mondial et principalement sur le pétrole. Voilà. D'où, en fait, les situations qu'on connaît tous, que ce soit en France, que ce soit en Thaïlande. Alors, vous avez sans doute entendu parler de ce péage que les Iraniens voudraient demander pour permettre à des bateaux de passer le détroit. Voilà. Alors, il faut quand même juste rappeler le contexte. Le détroit d'Ormuz, c'est pas un canal privé, c'est un détroit. Ça appartient à tout le monde et normalement, la circulation maritime doit y être totalement libre. Les Iraniens veulent imposer un péage et comme de toute façon, c'est soit vous payez, soit vous passez pas et au pire, on vous tire dessus. Voilà. Du coup, cette histoire de péage a donné des idées à d'autres pays. Et là, je veux parler de l'Indonésie qui a commencé à émettre l'idée d'imposer un péage au niveau du détroit de Malacca. Et là, vous avez vu, on se rapproche de la Thaïlande, puisqu'en fait, le détroit de Malacca, d'un côté, c'est l'Indonésie, et de l'autre côté, c'est la Malaisie, avec à son entrée les ports de Singapour, qui se sert beaucoup, qui empruntent beaucoup ce détroit. C'est les Chinois. Et voilà, les Chinois qui, en effet, ont d'une part leurs importations de pétrole qui, d'ailleurs, viennent pour beaucoup d'Iran, qui passent par ce détroit pour aller en Chine, mais également leurs exportations qui quittent la Chine, empruntent le détroit pour aller vers le monde entier. Voilà. C'est la route maritime la plus évidente entre la Chine et le reste du monde, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce détroit, déjà, évidemment, les Chinois, l'idée d'un péage, ça les fait pas beaucoup rire. Voilà. D'autre part, ils ont toujours eu un problème, les Chinois, avec le détroit de Malacca, parce que c'est un détroit qui est quand même contrôlé militairement par les États-Unis, enfin, en tout cas, qui pourrait l'être très facilement, et du coup, ils se disent, les États-Unis pourraient, à un moment donné, en cas de problème, totalement bloquer et faire également un blocus au niveau du détroit de Malacca. Donc, depuis très longtemps, les Chinois cherchent une voie alternative. Et c'est là
qu'intervient la Thaïlande. Parce que cette voie alternative, c'est quoi? Eh ben, c'est le fameux canal de Kra. Alors Kra, en fait, c'est un isthme qui est au niveau du sud de la Thaïlande. Et grosso modo, l'idée, ce serait de construire un canal qui traverserait le sud de la Thaïlande, là où c'est le plus étroit, pour éviter quand même que ça coûte trop cher, même si ça va coûter des milliards. Voilà. Et évidemment, ça leur permettrait juste d'éviter le détroit de Malacca et d'avoir une espèce de raccourci. Voilà, ça serait une espèce de canal de Panama, mais en Thaïlande. Et visiblement, là, depuis ce qui se passe, le projet a été réactivé. Alors, c'est difficile de comprendre. Moi, j'ai pas les informations. Je les ai cherchées, mais je les ai pas trouvées. Il y en a qui disent que des travaux ont commencé. Il y en a qui disent que non, c'est plus du tout, c'est toujours pas d'actualité. Bref, il y a cette idée, en tout cas, de canal. Alors, je vais dire de canal chinois, parce que vous connaissez les Chinois. Ils viennent jamais pour rien, hein. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est des travaux monumentaux. Donc, percer ce canal pour traverser cette partie de la Thaïlande. Vous imaginez bien que les Chinois sont prêts à payer, mais que quand les Chinois sont prêts à payer, il faut qu'ils s'y retrouvent. Ce qui veut donc dire que, à coup sûr, ça va être des travailleurs qui vont faire venir de Chine, probablement des matériaux qui vont aussi faire venir de Chine. L'intérêt de la Thaïlande là-dedans, à part se mettre ses voisins à dos, parce que, évidemment, vous imaginez bien que l'existence d'un tel canal, ça fait plaisir ni aux Indonésiens, ni aux Malaisiens, et surtout pas à Singapour, qui a une très grosse activité économique et pétrolière, en fait, au niveau de ses ports. Si tout d'un coup, il y avait, et qui est principalement dédié aux Chinois. Voilà, donc si en fait il y avait ce canal, bye bye les activités du port de Sfain, bye bye. Ça serait une grosse diminution des activités du port de Singapour, etc., etc. Donc voilà. Donc vous voyez là, et la Thaïlande évidemment. Alors oui, la Thaïlande, qu'est-ce qu'elle a à y gagner, à part faire encore plus copain avec la Chine, mais si vous voulez, ce canal de Kra, en fait, qui est totalement intégré au projet des nouvelles routes de la soie de la Chine, ça va être, alors je vais pas dire réservé aux Chinois, mais ça va être financé, construit par des Chinois, et c'est quand même eux qui ont le trafic maritime le plus intense sur zone. Alors peut-être qu'il y aura quelques bateaux thaïlandais qui pourront l'emprunter. Après, qu'est-ce que ça va apporter au niveau des sous? On peut certes que comme à Panama, imaginer que le péage sera important. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas un truc gratuit, hein. Les Chinois sont pas des mécènes, hein. Voilà, peut-être que ce sera gratuit pour eux. Ça, on sait pas, mais en tout cas, tous les autres pavillons, quels qu'ils soient, auront, comme c'est le cas à Panama, à payer un droit de passage. Alors, cet argent, dans quelle poche est-ce qu'il reviendra? On ne sait pas. Est-ce que ce sera partagé entre la Thaïlande et la Chine? Je l'espère. Voilà. Et puis après, quelle retombée économique pour la Thaïlande elle-même? C'est-à-dire, est-ce que ça va créer des emplois, créer une zone économique autour du canal? Enfin bon, par définition, un canal, c'est un endroit où des bateaux passent, hein. Donc, je vois pas je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais il va se passer quoi? Il va y avoir des hôtels et des vendeurs de street food de chaque côté du canal, mais les bateaux s'arrêtent pas, les gars. Ils passent et ils continuent leur voyage. Donc, il y aura sans doute un peu de retombées économiques, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne affaire. Voilà, voilà, hein, c'est parti dans tous les sens cette vidéo. Voilà, à la prochaine. Portez-vous bien. N'oubliez pas de liker et de commenter. Il y a beaucoup de sujets, donc allez-y, lâchez-vous, commentez les gars, et puis abonnez-vous si c'est pas
si c'est pas encore fait, ou désabonnez-vous si vous en avez marre de voir ma tête. Voilà. Bye bye. À très vite. Salut.